Et voilà, on a pu payer un studio pour John. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. John, comment vas-tu dans ton nouveau studio by Fight Minds ou pas? Ou pas, surtout ou pas. C'est ce que j'expliquais, j'ai donné une interview chez quelqu'un et j'avais pas le temps de rentrer chez moi pour pouvoir te prendre. Donc je lui ai demandé si je pouvais utiliser le setup de là où ils éditent. Donc là-bas, c'est tout ce qui est montage. Et donc là, je suis en train de faire cette interview et on remarque, voilà, ça c'est ce que ça pourrait donner, peut-être avec un fond un petit peu différent si dans pas très longtemps on sera là. Voilà, voilà. C'est notre objectif. Et en tout cas, c'est super important de discuter de ce combat parce que incroyable, demain soir, il y a Jake Paul contre Nate Diaz. Tout le monde attend ça avec aucune impatience. Et en fait, ici, on va pas spécialement faire une analyse du combat, même si on va peut-être un peu toucher le point technique et stratégique. Mais on va plutôt discuter de pourquoi, selon nous, le combat est parti pour flopper. Et avant de te lancer sur une question, je vais quand même expliquer pourquoi on pense que ça va être un flop. Je suis tombé aujourd'hui sur une image sur Twitter des recherches Google de Jake Paul depuis septembre 2018. Et en fait, c'est tombé. Je sais pas comment mon téléphone a compris que c'était ce à quoi je pensais, mais j'étais vraiment en train de penser c'est ouf à quel point on en a de moins en moins, on a de moins en moins d'intérêt pour les combats de Jake Paul. Et au moment où je pense ça, sur Twitter, je vois cette image. Alors, j'ai juste essayé de vous décrire l'image. En gros, on voit le nombre de recherches par mois sur le terme Jake Paul. Donc, ça démontre un peu l'intérêt que les gens ont pour Jake Paul. Alors, je vais tout rapatrier sur 100. En gros, lors de son combat contre Tommy Fury, il était à 100. C'est là où il y a eu le plus de recherches sur Jake Paul. Lors de son combat contre Nate Robinson, donc son deuxième combat en boxe anglaise, on était à 30. Contre Ben Askren, on était à 75 et contre Woodley à 75 et demi, on va dire. La revanche contre Woodley, on est tombé à 40. Contre Anderson Silva, on est retombé à 30 et là on était monté à 100 pour Tommy Fury et aujourd'hui, on est genre à 10, ultra bas contre Nate Diaz. Donc ça prouve bien que l'intérêt a monté pour Jake Paul. Puis au moment de Woodley 2 et de Anderson Silva, ça redescendait. C'est remonté pour Tommy Fury. Et puis ça redescend à mort maintenant pour Nate Diaz. On va essayer de justifier ça. Donc je vais te laisser la parole. Pourquoi selon toi ça a vachement augmenté, puis ça a redescendu, puis c'est remonté pour Tommy Fury, et puis pourquoi maintenant est-ce que ça replonge au plus bas, limite c'est plus bas que contre Nate Robinson. Est-ce que tu pourrais justifier ça de ton opinion? Bon, bien sûr, c'est subjectif, mais l'analyse que j'en fais, c'est plusieurs facteurs. Le premier, c'est un terme de narratif. On a un gars qui est Jake Paul, qui au départ arrive dans la boxe et on s'attend pas à ce combat et on se dit bon, comment est-ce que ça va faire? Bon, il y avait son frère qui avait commencé, donc ça enlevait un petit peu pour Jake, mais où tu te dis bon, la fameuse phrase que tu l'aimes ou que tu le détestes, tu vas regarder. Donc parce que tu as envie qu'il perde, etc. Si tu l'aimes pas et qu'il gagne si jamais c'est bon. Et donc il fait certains combats et au départ il est critiqué parce qu'il prend que des personnes qui sont des personnes retraitées. Donc ça diminue l'intérêt. Puis il prend Tommy Fury et ça remonte. Parce que là, c'est un vrai boxeur. Là, c'est plus du tout. Donc, en termes d'histoire, c'est ok. Là, je suis intéressé parce qu'on va enfin voir on va pas avoir un lutteur comme Ben Askren qui va se battre contre un YouTuber. Et en fait, quand tu arrives à ce moment-là, il perd. Et bon, il perd pas d'énormes. Sa performance, c'est pas dégueulasse contre un vrai boxeur. Mais au final, tu perds. Donc, quand tu reviens, en fait, dans le narratif, c'est très compliqué de revenir après une perte parce que t'as pas le zéro que tout le monde a envie de se dire, OK, il y aura plus. Les gens qui voulaient le voir perdre, en soi, l'ont déjà vu perdre. C'est pas un chaos, mais quand même. Donc, t'es plus tellement motivé par la perte en soi. T'étais motivé par le chaos, mais maintenant tu vas voir quelqu'un qui a déjà perdu pour perdre. Donc ça perd un petit peu. Et aussi il y a la partie il reprend quelqu'un qui n'est pas de la boxe. Et si tu suis, c'est que tu es vraiment un fan. C'est que tu perds, ça devient vraiment un entonnoir. C'est plus la masse qui se dit ok, je n'y connais rien, mais je vais regarder. Là, moi je trouve que le combat est intéressant. Mais intéressant
juste parce que je suis un fan de sport de combat de manière générale et je me dis tiens, je me demande qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là et essayer de faire des prévisions et des choses comme ça. Mais si tu demandes à quelqu'un qui suit juste Jake Paul, il va se dire bon ok, il a perdu, maintenant c'est plus pareil. Et en fait, c'est comme suivre un boxeur réel. C'est qu'il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en fait, si t'es pas fan de boxe, ça va pas. Et si t'es fan de boxe, bah, est-ce que t'es vraiment fan de Jake Paul? Sauf si tu veux vraiment faire la même analyse que ce qu'on fait nous, de juste par curiosité, en se disant tiens, il y a un élément intéressant, c'est quel niveau est-ce que tu peux avoir quand tu n'as pas de niveau et que tu commences, où est-ce que tu peux arriver. Moi, c'est très intéressant pour moi. Mais est-ce que je suis représentatif de la population générale? Je crois pas. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est Nate Diaz. Maintenant, on a parlé de Jake Paul, on va parler de Nate Diaz. Nate Diaz est pas un boxeur. C'est pas quelqu'un, on l'a mentionné. Il a une bonne boxe en MMA. Encore, bonne boxe, c'est-à-dire une boxe efficace en MMA. C'est pas le b.a.-ba de la boxe. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il fait des mouvements un peu bizarres, etc. Mais avec des gants plus gros, où il ne peut pas faire de takedown, est-ce que ça va avoir le même intérêt? Je pense pas. Et en plus, il y a la différence de poids. Nate Diaz, on le sent. Donc, c'est le troisième point. On le sent, vient quand même pour l'argent. Est-ce qu'on le voit pendant les conférences? Il n'est pas dans une dynamique qui est aussi par rapport au narratif. Le narratif de Nate Diaz, c'est pas un jour il va revenir pour le titre, un jour il va combattre pour ça, un jour. Non, c'est un gars, il va juste faire des combats d'exhibition où il va prendre de l'argent et il espère gagner. Mais est-ce qu'il va être aussi motivé que le combat qui pourrait potentiellement avoir pour le titre après telle chose, etc., ou le BMF ou tout ce que tu veux? Non, on le sait que maintenant, c'est normal, vu son âge, vu les dégâts qu'il a pris, etc., qu'il est en descente. Et donc, voilà, je pense que les gens se disent c'est un combat qui est bien, mais je crois que ça arrive à son terme. On a vraiment milqué la vache, là. Il y a plus tellement à en prendre. Sauf si, je pense que la seule chose qui pourrait reprendre, c'est si jamais Jake Paul arrive à gagner contre Nate Diaz, mais avec un gros chaos, ce qui s'est jamais fait, et avec des gants de boxe et pas des gants, pas des mitaines. Donc du coup, là, je pense que ça pourrait relancer, et puis qu'ils reprennent un boxeur digne de ce nom en se disant, ok, là, je pense qu'il pourrait y avoir de l'intérêt. Mais si, mais pas KO Nate Diaz cette fois-ci, je pense qu'il y a plus d'intérêt. Ouais, pour moi c'est plus sur la direction MMA qui pourrait remonter de l'intérêt, parce que tu auras un genre de renouveau. Comme tu l'as souligné, le début de sa carrière, les gens étaient intéressés parce que c'était vraiment genre Jake Paul commence la boxe anglaise, c'est un ancien YouTuber, et donc le public qui regardait ce combat, c'était pas un public de boxe anglaise, c'était son public de son ancienne carrière de YouTuber qui se dit ok, on va voir ce que ça donne dans un ring. Après 2 combats, il prend Ben Askren. Et donc là, il y avait un narratif. C'est, je vais combattre, parce qu'avant ça, il avait combattu contre des gars comme lui, des gars qui venaient de commencer la boxe anglaise et qui n'avaient pas spécialement des compétences de combattant, on va dire. Quand il a combattu contre Ben Askren, il y avait vraiment un narratif. Je prends un ancien champion de MMA. Alors, les connaisseurs savaient que Ben Askren, c'était 0 niveau debout, c'était un lutteur. Mais ceux qui ne suivaient que Jake Paul, encore une fois, ont continué à le suivre en se disant, je l'aime bien, j'ai envie de le voir gagner contre un ancien champion de MMA. Alors, quand je dis champion, c'est pas champion UFC, c'est champion One. Ou bien j'ai envie de le voir perdre, et il y a des chances qu'il perde parce qu'il prend un vrai combattant. Les gens ne savaient pas que Ben Askren n'avait pas de skills debout et venait de se faire opérer de la hanche. Il gagne par KO, donc là ça commence à gonfler pour sa valeur. Il va prendre Tyron Woodley, et là de nouveau il y a un narratif. Ok, la fois précédente j'ai pas pris un bon boxeur. Ici, je prends un ancien champion de l'UFC qui, en plus de ça, a des KO debout. Il a pris la ceinture à Robbie Lawler en le mettant KO debout. Donc, il y avait quand même cette intrigue où on se disait. Et en plus, le physique. Il y a un certain danger. Le physique de Woodley, je sais pas comment est-ce que vous voulez le dire. Tyron. Ouais, Tyron, on va faire plus ça, c'est Tyron. Parce que si tu le dis en anglais ou en français, c'est Woodley. Tyron. Voilà. Donc, du coup, si jamais tu te dis, ok, tu n'y connais rien en MMA et tu n'y connais rien en boxe, mais tu dis Ben Askren, les gens ne savent pas à quel point Ben Askren est un monstre d'un point de vue seul. Mais par contre, tu le vois, il est pas très imposant. Ça pourrait être le gars bourré dans un bar contre qui t'as envie de te battre. Par contre, quand tu vois Woodley,
il est monstrueux son physique, c'est pas la même chose quoi. Et il met un KO à Woodley. Ouais. Ouais, et c'est ça. Et donc, il met un KO Woodley et la revanche, ça diminue un peu, mais ça reste acceptable comme, on va dire, intérêt. Même si la revanche était initialement pas prévue, je pense que c'est à ce moment-là que, de base, il devait combattre contre Fury. Fury a été blessé et puis c'est là où il a pris Woodley. Ensuite, il combat contre Anderson Silva et là, c'est la grande chute parce qu'il vient de gagner à la décision pour la deuxième fois contre Woodley. Et là, tout le monde se dit, OK, on a vu Jake Paul faire ses débuts en boxe anglaise. On le voit progresser, mais il prend que des anciens combattants de MMA. Et maintenant, il va prendre un Anderson Silva, qui a presque 50 ans, qui est clairement, qui a eu un déclin en MMA qui était incroyable. Et même s'il avait fait quelques combats en boxe anglaise assez intéressants, Anderson Silva, l'intérêt était parti. Tout le monde se disait, on a déjà vu. Donc tu n'intéresses pas les fans de boxe anglaise et tu n'intéresses plus les fans de Jake Paul ou les haters de Jake Paul parce que tout avait déjà été vu. En plus, le combat, comme personne ne l'a vu et qu'il n'y a pas eu de KO, personne n'en a parlé. Et donc le seul moyen pour lui de remonter sa valeur, c'était de prendre, alors je vais pas mettre des guillemets, mais quand on dit vrai boxeur, c'est pas un gars classé WBC, Tommy Fury. C'est juste, on dit un vrai boxeur parce que c'est quelqu'un qui baigne dans la boxe anglaise depuis son plus jeune âge. C'est pas quelqu'un qui avait fait des gros résultats. Il avait un petit palmarès. Son palmarès, comme la plupart des boxeurs, il l'avait construit contre des journeymen, comme on dit. Donc voilà. Mais au moins, il s'est mesuré à la fois quelqu'un qui baigne dans la boxe anglaise depuis son plus jeune âge et qui en plus de ça a un genre de name value parce que c'est le petit frère de Tyson Fury. Donc l'intérêt est monté. Et en fait, le problème, c'est que comme tu l'as dit, il a perdu contre un boxeur qui baigne dans la boxe anglaise. Donc maintenant, il est loin d'un classement parce que la WBC avait dit s'il gagne contre Tommy Fury, on l'inclut dans notre classement WBC. Donc là, il est pas classé. Il va pas intéresser les fans de boxe anglaise. Et en plus de ça, ceux qui veulent le voir parce qu'ils l'aiment ou qu'ils le détestent, Nate Diaz, c'est pas un profil différent en soi que ce qu'on a déjà vu par le passé. On a vu Jake Paul combattre contre un ancien combattant de MMA très performant en Anderson Silva. On l'a vu combattre contre quelqu'un d'explosif qui pouvait le mettre KO en Tyron Woodley. Il y a plus du tout d'intérêt. Mais on va quand même en discuter. Et je pense aussi que le poids fait beaucoup. Ici, c'est 185 lbs, donc c'est 83 kg. C'est middleweight. Ouais, c'est un catchweight. Ça, c'est par contre intéressant. C'est vrai que quand tu regardes les catégories de poids en boxe anglaise, tu passes de light heavyweight, c'est 79 kilos, à cruiserweight, 91 kilos. Il y a un gros gap. Et donc, c'est vrai que... Je crois que de light heavyweight à 79, tu disais? En boxe anglaise, pas en MMA. Oui. Okay. Light heavyweight en MMA, c'est 93. Donc ici, en boxe anglaise, t'as un genre de gros gap entre light heavyweight et cruiserweight. Tu passes de 79 à 91. Et donc là, Jake Paul, il veut avoir un peu cette catégorie intermédiaire qui permettrait aux gens comme lui qui sont trop petits pour les cruiserweight et avec un cut trop difficile pour les light heavyweight. Donc il fait le combat à 84 kilos. 84 kilos, Nate Diaz. Il va devoir manger beaucoup de Mais c'est ça. En fait, je trouve déjà personnellement que Nate Diaz en welterweight, c'était un peu grassouillet. C'était pas top, tu vois. Tu voyais que c'était pas vraiment sa catégorie de poids, qu'il est allé en welterweight parce qu'il avait la flemme de continuer à faire des vrais cuts. Je pense que là où il a été le plus performant dans sa carrière, c'était en lightweight. Donc ici, il doit encore prendre 7 kilos par rapport à ses derniers combats de MMA. Le seul truc qui m'intéresse, moi, c'est sur 10 rounds. On a vu Jake Paul qui fatiguait dans les derniers rounds contre Tommy Fury. C'était sur 8 rounds contre Tommy Fury. Et Nate Diaz, on sait, il fatigue jamais. Donc peut-être qu'il y a un intérêt sur les derniers rounds pour Nate Diaz, mais il y a 12 ans d'écart. Il y a 12 ans d'écart. Nate Diaz commence à être âgé. Il a un kilométrage de combat, voilà, il s'est fait finaliser qu'une fois réellement en MMA. Je considère pas que sa défaite contre Masvidal, c'est un vrai finish. Le vrai finish qu'il a pris, c'était contre Josh Thompson. Ça remonte. Il est difficile à finaliser. Il est durable. Et donc c'est là-dessus, selon moi, qu'il doit jouer. Mais voilà, la jeunesse de Jake Paul, le fait que Jake Paul s'entraîne en boxe depuis un petit temps et qu'il s'entraîne bien, tu vois, il commence à attraper son petit niveau. Je vois pas spécialement l'intérêt. Et donc moi, comme toi, la seule raison pour laquelle je voudrais voir ce combat, c'est plus
la double intrigue, tu vois, l'intrigue de, ok, où en est Jake Paul après sa défaite? Est-ce qu'il continue de progresser comme il a progressé sur ses 4 premières années d'entraînement en MMA, boxe, en se donnant les moyens? Et est-ce que Ned Diaz a pris ça plus ou moins au sérieux et sera capable de délivrer quelque chose sur les 3-4 derniers rounds de ce combat? Ouais, c'est ça. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, je crois que Jake joue beaucoup dans ce combat. Et donc, je pense que il sait, si nous le savons, je crois qu'il le sait aussi, c'est que il joue le KO au départ pour pouvoir faire un statement, quoi. Pour pouvoir dire, Ouais. je sais pas si tu dis une déclaration en français, mais du coup, je pense que tu es obligé de pouvoir de le faire pour rattraper l'intérêt que tu es en train de perdre, de dire, OK, s'il fait un highlight, il met KO quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment mis KO, c'est un vrai statement. Et surtout avec des gunbox. Mais je trouve ça pas juste pour le côté poids. Tu vois les gabarits des deux. Et en plus, tu vois que Ned Diaz, en tout cas, c'est la sensation que j'en ai. Mais j'ai regardé un petit peu les conférences de presse et c'est un peu cringe, quoi. C'est malaisant un peu. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est forcé. Tu vois, c'est essayer de faire. Et je me demande d'ailleurs si le truc des gardes du corps, si c'était pas forcé aussi pour essayer d'avoir des vidéos et des vues, etc. Et donc, du coup, donc voilà, quoi. Je sais pas trop. Ouais, certainement. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a très très peu d'intérêt. En plus, c'est vrai que il faut le souligner. On sort de Inoue contre Fulton et de Spence contre Crawford. Donc sur le terrain de la boxe anglaise, tu vas pas aller concurrencer ça. Tu as eu 2 combats de la plus haute qualité possible et imaginable. Les fans de boxe anglaise, ils vont pas aller regarder Ned Diaz contre Jake Paul, ça va pas les amuser du tout. Donc tu dois aller chercher les fans de réseaux sociaux en fait. Et c'est pour ça je pense qu'effectivement, il y a eu la petite altercation là lors de la conférence de presse en espérant que ça fasse un mini buzz et que ça intéresse quelques personnes qui s'y connaissent pas spécialement, un regard un peu nouveau. Après, moi, comme je le dis toujours, hein, quand à ce genre de name value qui s'affrontent, c'est aussi une aubaine pour nous, pour essayer de recruter sur le côté positif des sports de combat. Donc là, on a un peu les gens qui s'y connaissent pas, qui vont venir peut-être s'intéresser à ce combat, et en essayant d'avoir une communication un peu plus sportive, on va dire, ça pourrait leur donner envie d'aller regarder des vrais combats par derrière. Et notamment, c'est pour ça que je fais exprès de parler de Spence contre Crawford. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo parce que vous êtes intéressé par Diaz contre Paul et que vous n'avez jamais vu de combat de boxe anglaise, allez voir le combat du week-end passé entre Spence et Crawford et à coup sûr vous allez devenir fan de ce sport. C'est impossible de ne pas l'être. C'était une pépite ce combat. Donc voilà. Mais je pense qu'ici on a un peu fait le tour de la question. Moi, le seul point, et encore une fois, on est ultra aligné dans ce podcast. Je sais que de temps en temps, les gens aiment bien quand il y a des débats, et ça nous arrive de temps en temps de pas être d'accord. Mais ici, je pense que, comme tu dis, Jake Paul joue beaucoup. À la fois sur sa carrière de boxeur anglais, mais aussi sur les parts qu'il a dans le PFL Pay-Per-View Series. Parce que je pense que s'il gagne par KO contre Nate Diaz, tu peux vendre la revanche en MMA sur le PFL Pay-Per-View Series lorsque Ngannou fait ses débuts en MMA au PFL Pay-Per-View Series. Et là, ça pourrait vraiment attirer beaucoup de monde parce que tu peux vraiment capitaliser là-dessus. Ok, j'ai battu Ned Diaz dans mon monde. Maintenant, je vais aller dans son monde. Un mec qui a, je sais pas, il a combien de combats en MMA? C'est quoi son palmarès MMA? 21-13. Ouais. Donc, je vais faire mon premier combat de MMA contre quelqu'un qui en a 34, qui fera son 35e, qui a combattu pour la ceinture UFC. Alors moi je l'ai battu debout, mais s'il m'amène au sol, il pourrait me soumettre. En plus, voilà, il a pas mal de soumissions à son actif, Ned Diaz. Donc il joue beaucoup. Il a besoin de ce KO, comme tu dis, il a besoin de ce KO pour pouvoir se revendre plus tard en boxe anglaise, mais aussi pour pouvoir se vendre dans son premier combat MMA parce que ce serait l'adversaire idéal. Je gagne contre Ned Diaz en boxe anglaise. Maintenant, je vais dans son monde. Ouais. Et question comme ça, rapide. Si jamais Jake Paul met un KO à Ned Diaz, ce que je pense qu'il va arriver en fait. C'est assez fou parce que c'est jamais arrivé, mais je sens. Ouais, je pense. Je sais pas ce que. Bon, déjà, voilà, quelle est ta prédiction, mais moi je dis vraiment, je crois que Ned Diaz, même si on connaît Ned Diaz, je crois que cette fois-ci, je crois que ça va pas passer. Je sais que c'est fort comme prédiction, mais c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Oui et non en soi. Attends, je vais juste regarder pour Tyron Woodley parce qu'en fait, t'as toujours cet argument de Ned Diaz, on n'a pas
pas réellement tu le mettre KO en MMA. Le seul qu'il a fait, c'est comme j'ai dit, Josh Thompson, et c'est plus grâce à un high kick qu'autre chose. Et c'est pas un clean KO, c'est plus l'arbitre qui vient intervenir. Donc tu dis, ok, Nate Diaz, il a combattu contre des power punchers en MMA avec des petits gants. Il a pas pris réellement de KO. Et ici, il va combattre contre un jeune boxeur avec des gros gants qui le mettrait KO. C'est un gros statement, mais 84 kilos. Le poids, le fait de pas avoir, c'est de la boxe, c'est pas du MMA, c'est pas qu'il peut se défendre avec les mêmes armes. 2 et 3 aussi le fait que les kilomètres qu'il a pris, c'est pas, là on parle au cours de sa carrière, mais là sa carrière est finie en MMA. Enfin bon, finie, il y aura encore un ou deux combats, mais donc moi, et en fait, je sens comme ça. Tu peux aussi prendre l'exemple de Tyron Woodley. Tyron Woodley en MMA, il s'était pas fait mettre KO à part contre Mark Ward sur des coups de coude. Et sa deuxième défaite par KO, c'était une blessure aux côtes. Donc Woodley ne s'était jamais fait mettre KO. Il se fait mettre KO dans le deuxième round contre Jake Paul lors de leur premier combat. C'était deuxième round, je pense. Le détail n'a pas trop d'importance. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses toi? Non, Décision? J'hésite, mais en fait, ce que je me dis, c'est que Jake Paul a peut-être cette pression de devoir gagner de manière impressionnante et donc il va peut-être chercher le KO et il pourrait très bien l'obtenir. Le souci, c'est s'il cherche trop le KO, il risque de trop se fatiguer et il le sait probablement. Et face à Nate Diaz qui, on l'a vu très efficace sur des combats en 25 minutes, même si ça va pas à son avantage. On repense évidemment à Nate Diaz contre Leon Edwards, où il se fait balayer pendant 4 rounds et demi, et puis à 30 secondes de la fin, il pourrait obtenir le finish. Si t'es Jake Paul, tu te dis, ok, je peux pas me permettre de fatiguer. Cette fois-ci, il pourra pas faire le doigt d'honneur. Voilà. C'est quoi ça? Ah non, c'est... Voilà, il faudra faire ça, voilà. Non, moi je pense plutôt à une décision pour Jake Paul parce que je pense qu'il va venir avec une intelligence. Je crois qu'il va favoriser quand même la victoire au KO et il sait que s'il donne trop au début, il risque de se fatiguer et ça risque de se retourner contre lui. Il va pas venir en mode tête brûlée. Donc moi je mettrais plutôt Jake Paul à la décision et je serais pas surpris de le voir en difficulté sur les 2 derniers rounds parce que Nate Diaz il est économe, tu vois, il vient toucher et la plupart de ses KO en MMA, c'est vraiment ça, c'est le volume qui lui permet. D'ailleurs, on l'a vu contre McGregor, hein. McGregor, il se fait toucher dur. Donc t'avais un McGregor qui venait frapper fort et t'as un Nate Diaz qui l'a eu plus au cumul, même si son 1-2 vient toucher la pointe du menton et c'était le début de la fin. Donc ouais, moi je suis plus sur une décision pour Jake Paul ici. Ok, d'accord. Et donc décision. Ouais, je t'avoue, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je le sens un peu mal pour Nate Diaz. Mais la question subsidiaire, s'il y a un KO pour Jake Paul, il met KO Nate Diaz. Est-ce que qu'est-ce que tu vois pour juste comme ça pour le GIF, parce que peut-être qu'on pourra jamais le faire, c'est pour ça que je dis ça, pour le PFL entre les deux. PFL MMA, Jake Paul contre je sais plus, c'est Logan, Jake ou les deux qui ont un background dans lutte. C'est une bonne question, ça c'est vrai, il y avait Logan Paul de fils. Logan Paul a d'office une bonne base en lutte. On l'avait vu tourner avec Paulo Costa et c'était plutôt pas mal, mais je sais pas ce qu'il en est de Jake Paul. Donc il faudrait que je me renseigne davantage. Mais je pourrais voir Nate Diaz gagner par guillotine avec un style pression debout. Avec son volume, forcer Jake Paul, qui d'ailleurs Jake Paul contre Tommy Fury, tu vois, il avait beaucoup ce réflexe de baisser la tête et on a presque eu des coups de boule. Donc venir grappiller une guillotine en MMA, je pourrais voir ça. En tout cas, clairement, si le combat a lieu, enfin si t'as un deuxième combat qui a lieu en MMA, je mettrais les cotes de paris beaucoup plus serrés que ce que je mets en boxe anglaise ici. Voilà, en termes de pronostat, je dirais qu'on est sur du entre 60 et 65% de chances de victoire pour Jake Paul. Si tu vas en MMA, je donnerais 45% de chances de victoire pour Jake Paul. Je le mettrais léger underdog. Est-ce que les cotes sont sorties? Tu sais à combien sont les cotes? Aucune idée, tiens. Tu sais quoi? Je vais regarder juste maintenant. Et j'aimerais bien voir à combien est le KO Jake Paul. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Attends, donc Jake Paul est à moins 390 avant-hier. Mais attends, j'ai essayé de trouver
l'historique. Non, c'est pas odds. C'est quoi encore? Best fight odds. 2 secondes. Best fight odds. 2 secondes. Désolé ceux qui écoutent, hein, il y a un en attendant, petit blanc, c'est pas très grave. Je peux continuer si tu veux. Du coup, moi j'aurais mis quand même un tout petit peu plus pour Ned Diaz en MMA. J'ai l'impression que c'est un peu de manquer de respect. Je me dis là, c'est pas pareil, tu vois. Je crois que tu t'abordes pas le combat de la même manière. Avec son expérience, je donnerais un petit peu plus pour lui, quoi. Donc, attends, je reviens juste sur les codes de Paris en officiel. Ça a ouvert à 70-30 pour Jake Paul. Et là, actuellement, c'est plutôt un peu plus que 75% de chances qu'on lui donne de victoire. Donc, c'est beaucoup plus généreux que ce que moi, je viens de dire, là. Ouais. Et pour les MMA... Tu sais regarder KO? Je sais pas si tu sais le voir. Non. Alors, le KO, là, j'ai plutôt... on va devoir continuer à parler parce que je vais devoir aller ailleurs. T'imagines si c'est 50%, je suis trop bien. Ah ouais, attends. Bon, en attendant, pour les pronostats, moi je dis 3e ou 4e round KO Jake Paul. Voilà. Comme ça, tu le sais. Ouais. Alors, est-ce que je l'ai ici? Ouais, je l'ai ici. Alors, méthode de la victoire. Jake Paul par KO, TKO ou DQ, 1.66. 1.66. Ça te fait combien? Ça me donne un peu moins de 60% de chance. Bah, t'entends ça? C'est énorme. Donc, on s'attend vraiment à ce que Jake Paul gagne par KO. Donc, alors que la décision est à 4.10. C'est ça que je te dis. La décision est à 4.10. C'est énorme. La décision est à 20%, quoi. 24%. Donc, du coup, ce que je suis en train de prédire est pas tellement sorti d'un chapeau. Ah ouais, ok, c'est chaud. Ok, les gens se disent, ok, il a 10 rounds pour le sortir de là. Et je suis intéressé de voir sur les rounds. Tiens, désolé, on commence à aller très très loin dans le truc, mais ah ouais, donc on voit plutôt Jake Paul s'imposer. Donc le plus probable, c'est dans le 7e round. Ah bon? Ouais, genre dans le premier round, c'est 23. Puis 17 dans le 2e, 16 dans le 3e, 14 dans le 4e, 11.5 dans le 5e, 11 dans le 6e, 10 dans le 7e et 12.5 dans le dernier round. Ah, attends. Non, alors c'est pas logique. Ah oui, non. Et puis 11.5 au 9 et puis 13 dans le 10e round. Ok. What? C'est chaud. C'est chaud. Ouais, du coup. Et genre, Diaz, c'est dans le 7e round qu'on voit que c'est le plus probable. Enfin, c'est la décision le plus probable et puis c'est le 7e round. C'est chaud. Ok. Intéressant. Bien. Intéressant. Bien. Par contre, on va peut-être clôturer là-dessus, mais donc ton pronostat en MMA, tu serais peut-être un peu plus respectueux envers Ned Diaz que... Beaucoup plus. Que moi. Un petit peu plus. Là, on passe de différence. Là, dans un, il est underdog, l'autre, il est favori. Pour moi, Ned Diaz en MMA, s'il le prend sérieusement, c'est à prendre avec des grosses pincettes, mais je crois que s'il le prend sérieusement, c'est même un combat que j'aimerais bien voir. Hein. C'est pas une blague, là. J'aimerais vraiment, vraiment bien voir ce combat. Si jamais Jake Paul met un KO, alors là, il y a des vrais enjeux. Et je me demandais si... moi, je pensais que tu allais dire que prise de dos, mais moi aussi, je vois soumission. Je vois soumission... parce que le jiu-jitsu de Ned Diaz, vraiment, c'est compliqué quand il a la main. Mais ouais, donc en fait, moi, ici, mon pronostat, ça part vraiment du principe que Jake Paul mette un KO à Ned Diaz et qu'on se dise, ok, debout, il y a un sacré avantage vers Jake Paul. Et aussi, je partais du principe que on voyait que Jake Paul avait une base en lutte. Ouais. Et puis, il y aurait une longue préparation aussi avec un Ned Diaz qui doit se remettre d'un KO. Si tu m'avais dit le combat a lieu demain, les codes de Paris seraient plus disparates à l'avantage de Ned Diaz, mais c'était vraiment en considérant tout ça, quoi, en spéculant sur tous ces aspects-là. Ouais, je vois. Bah, du coup, moi, je suis d'accord avec toi. Vraiment d'accord. Eh ben, on n'a été pas d'accord sur tout depuis le début. La prochaine fois, on fera un débat où on n'est pas d'accord sur certaines choses. John, je te remercie pour ton temps. On remercie ton pote pour le prêt du super studio. Non, c'était pas possible de faire ça. Vous avez vu, dans tous les trucs, on essaye dans toutes les circonstances, on essaye de faire ce podcast. Donc voilà. Maintenant, on essaiera la prochaine fois d'avoir
ce genre de setup, même encore un peu mieux. Mais on y est presque, Pour ça, rejoignez la chaîne. On se peut. C'est rare que je fasse cette petite pub. Il y a moyen de supporter financièrement la chaîne pour qu'on puisse augmenter notre temps libre dessus et les frais de production également. Donc Chris n'hésitez pas à m'a rejoindre. acheté un casque. Je tiens juste à le dire. Chris m'a acheté un casque. Il est arrivé il y a pas longtemps. Donc voilà, on y est. On y arrive et donc si vous voulez soutenir gratuitement, c'est aussi possible, hein. Il suffit de s'abonner si c'est pas encore le cas, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire et puis si vous êtes vraiment chaud, le partager sur vos réseaux. John, un tout grand merci pour la flexibilité pour pouvoir enregistrer ce podcast. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.